Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis pour le 24e déjeuner jeunes chercheurs du LabEx Futur Urbain. Donc juste en deux mots, hein, rappeler un petit peu de quoi il s'agit, hein. Il s'agit de présenter et de discuter des travaux de recherche récents ou en cours, des travaux de recherche de doctorants, doctorantes ou post-doctorants. Ces travaux sont soit directement liés à l'activité du LabEx Futur Urbain de Paris-Est, hein, par exemple, quand un postdoctorant fait partie d'un groupe de travail, d'un des 14 groupes de travail du LabEx, soit simplement, en fait, il s'agit d'un doctorant ou d'une doctorante dont un groupe a envie de discuter les travaux, hein, et je pense que c'est plutôt la configuration d'aujourd'hui. Alors, nous avons des liens assez étroits avec l'Université de Grenoble-Alpes, à laquelle en fait plusieurs d'entre nous sont régulièrement associés, donc pas forcément avec le laboratoire Pacte d'ailleurs, mais avec d'autres laboratoires, et je pense en particulier au LARA, et je me tourne vers Arnaud qui voit à quoi je fais référence. Donc nous sommes en tout cas très heureux d'accueillir aujourd'hui Jessica Zafiropoulou, qui est donc doctorante en aménagement. Le sujet qu'elle va nous présenter sur les communautés énergétiques intéresse logiquement le groupe Ville et Énergie du LabEx Futur Urbain, et donc nos deux collègues Anaïg Gouari et Arnaud Passalacqua qui vont se charger de la présentation de Jessica et puis de l'animation ensuite de ce déjeuner jeunes chercheurs. Mais au-delà, hein, et comme d'habitude, il intéresse plus largement toute la communauté scientifique du LabEx Futur Urbain pour au moins deux raisons que je voudrais juste présenter en guise d'ouverture, en laissant ensuite à Anaïg le soin d'introduire la séance plus particulièrement. Donc, ces deux raisons qui nous intéressent, alors nous, communauté scientifique du LabEx Futur Urbain, c'est d'abord évidemment la centralité du problème énergétique, de la question énergétique dans l'aménagement urbain et dans la métropolisation, mais finalement à toutes les époques. Je suis historien, je pense que j'y reviendrai, comme Arnaud d'ailleurs, et dans toutes les configurations spatiales ou économiques des villes, l'énergie a toujours été centrale. Et le paradoxe, c'est que si on a beaucoup travaillé sur la place de l'énergie dans les sociétés urbaines et les économies urbaines du passé, je pense à l'eau, je pense au charbon, à la vapeur, puis plus tard au gaz et à l'électricité dans la ville industrielle, c'est des sujets qui sont quand même moins abordés, du moins en histoire pour les époques les plus récentes, par la recherche urbaine. Et d'une certaine manière, c'est la recherche environnementale qui est venue un petit peu nous rappeler l'exigence et l'importance de travailler sur ces sujets-là. Donc la centralité, c'est la première raison, je crois, qui justifie l'intérêt de la communauté scientifique pour le travail de Jessica aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est évidemment l'actualité de ce problème énergétique, l'injonction dont on a bien eu un bel exemple cet automne, des politiques publiques à la sobriété, et puis l'injonction aussi que nous avons, chercheurs et universitaires, à appuyer ces politiques publiques, à les évaluer, ce qui est une modalité de notre travail, mais qui est pas la seule évidemment. Et ce que je trouve très intéressant dans le sujet qui nous est proposé aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de regarder ces politiques publiques top-down telles qu'elles sont proposées par l'État, mais aussi de décrire et de comprendre d'autres systèmes, de déconstruire un certain nombre de certitudes en matière énergétique, de regarder autrement la question énergétique dans sa construction spatiale, sociale et culturelle. Donc, merci beaucoup Jessica, et je donne tout de suite la parole à Anaïg pour pouvoir vous présenter de manière plus précise. Oui, eh bien, je prends le relais. Merci beaucoup, Jessica, d'être venue discuter avec nous aujourd'hui à l'invitation d'Arnaud Passalacqua et de moi-même. Je vais juste dire deux, trois mots sur tes travaux, et tu n'hésiteras pas à me corriger si besoin. Et puis, dans un deuxième temps, faire un pont très rapide avec ce qu'on fait un peu avec Arnaud autour de notre groupe de travail Ville et Énergie, pour voir en quoi est-ce que ta communication, ton travail nous intéresse particulièrement. Donc, juste pour dire un mot très rapide de tes travaux, donc tu es, comme Loïc l'a dit, doctorante à l'Université Grenoble-Alpes et au laboratoire Pacte, sous la direction de Gilles de Bizet. Et donc, tu travailles sur les communautés énergétiques qui produisent et qui consomment localement des énergies renouvelables, notamment le thermique et l'électrique. Ce que tu fais du coup dans tes travaux, c'est que tu interroges un peu le lien entre ces ressources énergétiques, la façon dont elles sont perçues,
leur mode de gestion, leur mode de partage, et puis les pratiques quotidiennes des habitants qui vivent au sein de ces communautés. Ta thèse, elle s'ancre donc dans des réflexions menées sur les défis que représente la transition énergétique. Mais ce qui nous a paru intéressant, c'est que tu questionnes cette transition énergétique hors des modèles des grands réseaux centralisés. Et donc, toi, tu as plutôt une approche de la transition énergétique par le bas, donc par les initiatives locales. Pourquoi est-ce que du coup ça nous intéresse, nous, tout particulièrement avec Arnaud? Donc nous, on structure un petit groupe de travail qui s'intitule Vine et Énergie. Et au sein de ce groupe de travail, on réfléchit notamment beaucoup à la question de la désescalade énergétique. Et cette approche par les initiatives locales, pour nous, elle est intéressante. Et notamment, je dirais que le point un peu central, c'est que ça nous permet d'interroger la question la notion d'échelle, c'est-à-dire à quelle échelle est-ce qu'on peut penser cette désescalade, jusqu'à quel point les dynamiques de désescalade à l'échelle locale peuvent venir infléchir le système énergétique en place. Est-ce qu'elles sont réellement porteuses d'alternatives? Qu'est-ce qu'on peut dire de ces alternatives? Dans quel contexte ces alternatives se pensent? Et peut-être que dans la discussion de tout à l'heure, on reviendra justement sur de quelle désescalade finalement ces initiatives locales autour de l'énergie sont porteuses. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu discuter avec nous aujourd'hui, et on te laisse la parole avant de rediscuter avec toi de ta présentation. Merci Anaïg. Donc Jessica, c'est à vous. Si vous avez besoin de partager l'écran, c'est possible. Oui, je veux bien. Je vais voir si vous m'avez donné. Oui, c'est bon. Alors là, je ne trouve plus le bouton. Ah voilà. Juste là. Et C'est bon pour nous. voilà, là, non, vous voyez mon écran normalement Oui, oui. en mode PowerPoint, c'est ça. Et ben, merci beaucoup pour cette invitation et cette opportunité de discuter mon sujet au sein des déjeuners du jeune chercheur du LabEx. Je m'excuse par avance, du coup, si la connexion Internet n'est pas... il se peut qu'elle elle saute un peu, parce que justement, je suis finalement pas chez moi, je suis sur un de mes terrains. Je suis dans un petit village, je vais y revenir dans la mairie, enfin au bureau du maire même. Et donc, la connexion internet est pas super. Donc n'hésitez pas à me dire si ça saute et si je dois revenir sur des passages. Du coup, pour préciser un petit peu cette présentation, enfin je reviens pas sur mon affiliation, tout ça. Je suis en 3e année de thèse, de doctorat, et je suis en train de finir mes enquêtes de terrain, comme vous voyez, comme aujourd'hui par exemple, et de commencer à analyser les données que j'ai récoltées jusque-là, qui sont principalement constituées d'entretiens semi-directifs que j'ai menés et d'observations que j'ai fait, avec le projet de commencer à écrire ma thèse, enfin le manuscrit à l'automne. J'ai fait mon comité de thèse il y a environ 1 mois, enfin un comité de thèse qui a pas mal chamboulé des choses, remis en question pas mal de choses sur la théorie, mais c'est pas plus mal puisque je me plonge en ce moment dans mes données. Et c'est pour ça que j'ai voulu un peu saisir cette opportunité. Donc j'ai intitulé ma présentation «Limites énergétiques et transformation des systèmes quand les communautés énergétiques interrogent l'échelle métropolitaine», qui n'est pas le titre de ma thèse. Le titre de ma thèse, habituellement, même si toujours provisoire, c'est «Rétablir les limites, la construction de la demande au sein de communautés énergétiques locales». Donc le prisme urbain, rural, métropolitain, n'est pas du tout au centre de mes réflexions habituellement, qui tournent plutôt autour de la sobriété. Mais en fait, ça rejoint du coup, comme tu le disais Anaïg, ces réflexions sur la désescalade énergétique, et je trouvais ça d'autant plus intéressant d'en profiter pour faire cet exercice et de le relier à ces sujets, et de présenter un peu différemment aussi mon sujet de thèse au stade où j'en suis. Du coup, je vais proposer un peu des hypothèses, des pistes de réflexion qui sont principalement tirées de premières observations de terrain que j'ai faites et des réflexions que j'ai menées jusque-là. J'ai pas vocation bien sûr à me positionner du coup dans le champ
et dans ces débats, par exemple, entre urbain, rural, et j'ai un ancrage théorique, vous allez voir pour ma présentation, qui est un peu faible, ce n'est pas mon domaine, mais je prendrai vos recommandations avec plaisir. Avant de rentrer peut-être plus dans mon sujet, je voulais présenter brièvement mon parcours. Enfin, vous m'avez proposé de le faire, retracer un peu la naissance de mon sujet et mettre en lumière l'interdisciplinarité de mon parcours et surtout du contact que je peux avoir avec les sciences de la nature depuis plusieurs années, en fait, depuis que je travaille sur l'énergie, même si ce n'est pas toujours visible dans mon sujet, mais elles sont bien là. Donc, j'ai fait mes études. Donc, je suis venue à Grenoble pour ma thèse. J'ai fait mes études à Paris. Je suis rentrée dans les études universitaires par une licence d'histoire. Puis ensuite, j'ai fait un master d'études de relations internationales à Cergy-Pontoise. Et j'ai travaillé pendant 1 an et demi en tant que consultante dans les projets européens, notamment dans des projets sur l'énergie. Mais je n'avais pas d'expertise là-dessus. Et j'ai repris mes études à ce moment-là dans un master énergie, écologie et société en lien avec le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, avec le LEED. Et c'était un master interdisciplinaire avec autant dans ses enseignements que dans le public, dans les élèves qui y participaient. Ça a donné lieu à un premier projet de thèse à Géographicité issu de mon mémoire sur l'approvisionnement énergétique de Paris en temps de crise, où je mettais un peu en regard les objectifs de réduction de la demande énergétique de Paris de 50% en 2050, que je mettais en parallèle avec des moments de crise, de guerre notamment, ou de chocs pétroliers, où Paris a fonctionné avec un approvisionnement énergétique limité. Le projet n'a pas été financé, mais si je le mentionne, c'est parce que ça a commencé le point de départ un peu de mon interrogation sur les limites, que j'ai retranscrit donc dans cette thèse à Grenoble, que j'ai choisi de faire, où le sujet, c'était de lier l'objet communauté énergétique et ces idées de reconfiguration socio-technique et territoriale. Et pour moi, c'était l'opportunité justement de continuer à interroger les limites d'approvisionnement énergétique et le lien entre forme d'approvisionnement et demande, consommation de cette énergie, dans un cadre plus contemporain qui était celui des énergies renouvelables et des communautés énergétiques, comme je vais vous le détailler. L'interdisciplinarité, du coup, entre les sciences sociales et sciences de la nature, elle est toujours présente, comme je le disais, pas trop dans mon sujet, mais plutôt avec mon environnement de travail, avec le projet EcoCESA qui m'a financée, donc c'était le cœur un peu de métier, quoi. Alors moi, j'en ai pas beaucoup bénéficié parce qu'il s'est fini au moment où j'arrivais, donc là, il est fini, mais ça a créé pas mal de relations interpersonnelles sur lesquelles je me suis appuyée, notamment pour accéder à mes terrains, notamment avec les sciences de l'ingénieur et avec un laboratoire de génie électrique. Cette interdisciplinarité, elle passe aussi dans l'enseignement que je fais auprès d'un master 2 en génie électrique sur une approche SHS des transitions énergétiques, sur un projet, sur divers projets que je mène avec des chercheurs, soit en économie, soit en génie électrique. Et c'est vrai que c'est un environnement qui quand même structure un peu ma manière de réfléchir à mon sujet, parfois en opposition ou en complément à leur manière de voir. Et c'est pas toujours facile de se positionner là-dedans. Pour être un peu plus spécifique, à Grenoble, il y a 3 pôles qui travaillent sur l'autoconsommation collective d'électricité, mais je reviendrai sur ce que c'est à Grenoble en ce moment. Donc, mon laboratoire, un laboratoire d'économie expérimentale et un laboratoire de sciences de l'ingénieur. Et c'est à la fois très bien parce que c'est porteur de dynamique et à la fois, c'est pas facile de s'inscrire là-dedans parce que les sciences de l'ingénieur et l'économie expérimentale s'entendent beaucoup plus sur la manière d'approcher et d'aborder notamment la question de l'autoconsommation, mais surtout du décalage des consommations, de comment on fait changer les comportements. Et je suis un peu en opposition vis-à-vis de ces manières de faire. J'ai beaucoup participé à la naissance de projets, mais dont je ne fais plus trop partie aujourd'hui. C'est pas que parce que c'était dur, c'est aussi parce que c'est mon calendrier de thèse qui fait que c'est comme ça. Mais voilà, c'était un peu pour présenter un peu cet environnement dans lequel je m'inscris. Et du coup, pour peut-être spécifier, donc mon approche, c'est de regarder comment les limites, elles vont alimenter cette réflexion sur la sobriété et comment, donc un peu en contrepoint de ces approches de sciences de l'ingénieur ou d'économie, pour moi, on peut réduire, l'approche socio-technique dans laquelle je m'inscris, en fait, envisage qu'on ne peut réduire et limiter sa consommation que si ces limites sont inscrites dans le système socio-technique énergétique dans lequel
dans lequel on consomme. Et donc, c'est l'objet de ma thèse, hein, en partie. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans ce sujet, justement, j'expose quelques éléments de contexte pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ma recherche, elle s'inscrit dans les études de l'évolution des systèmes énergétiques, surtout le système donc, occidental, qui fonctionne sur des ressources fossiles, sur des grandes infrastructures et des réseaux centralisés, des macrosystèmes techniques, pour reprendre les termes d'Alain Gras. Et c'est des systèmes qu'on peut qualifier d'urbains parce qu'ils ont permis le développement de ce phénomène urbain moderne et ce phénomène de métropole à partir du 19e siècle, avec l'accumulation des activités de densité humaine sur lesquelles leur fonctionnement repose, mais aussi parce qu'ils y sont intrinsèquement liés. L'urbain, c'est aussi le lieu de contrôle et de gestion de ces systèmes-là, de pouvoir, autant pouvoir que administratif. Et puis, parce que ces systèmes, ils sont porteurs d'un mode de vie qui est urbain, en tout cas qu'on peut qualifier comme ça, qu'ils diffusent et qui repose donc sur une forte abondance énergétique, d'une énergie qui est disponible tout le temps, en tout lieu, à tout moment, en quantité presque infinie. En tout cas, c'est ce que le système fait croire, en quelque sorte. Et tout ça, c'est remis en question, en cause, par le changement climatique que vous avez déjà évoqué en introduction. Et c'est là qu'on voit apparaître déjà une première limite que Mathilde Sousba qualifie de limite énergético-climatique, et dont je reprends le terme, qui est un mix entre des seuils à pas franchir, des seuils bioclimatiques et des épuisements de ressources fossiles. Et ça se traduit dans les objectifs de transition, donc comme vous l'avez dit, par des objectifs de produire une énergie qui serait décarbonée, et de consommer moins, de produire moins, même si ça, c'est pas beaucoup mis en question politiquement. Et c'est des volets qui sont rarement pensés ensemble. Or, comme je le disais, ben, on ne peut pas penser la consommation sans penser la production et les modes de mise en œuvre. Et jusqu'ici, ben, le développement des énergies renouvelables n'a pas pointé vers une diminution de la consommation globale, mais ni vers une diminution de la production, pas vraiment de remise en question du système conventionnel général, et pas de changement de paradigme, avec une demande qui s'adapterait à l'offre disponible. Et d'ailleurs, on peut voir que la notion de limite, elle disparaît totalement de ces traductions politiques. On ne parle pas de limiter la production, on ne parle pas de production limitée non plus. Pourtant, c'est une question qui se pose avec les énergies renouvelables, notamment celles de flux, qui sont moins denses et qui sont soumis à une assez grande variabilité, mais j'y reviendrai. Donc, on voit déjà comment ça questionne pas mal ce mode de vie urbain et la forme matérielle de l'espace urbain, même puisqu'il faut plus d'espace pour produire autant que ce qu'on a maintenant. Et puis, bien sûr, on ne parle pas du tout, donc j'ai parlé de ces limites planétaires, mais on ne parle pas de limites à l'échelle nationale ou infranationale ou locale. Et c'est ce que j'essaye de questionner dans ma thèse. Donc, l'objet de ma thèse, c'est ça, de questionner en regardant, c'est de questionner ces limites-là, en regardant la mise en œuvre d'énergies renouvelables et leur consommation dans un contexte qui est très spécifique, qui est celui des communautés énergétiques, qui peuvent présenter donc des caractéristiques que moi je qualifie d'alternatives au modèle conventionnel, même si c'est à prendre avec des pincettes, bien sûr, et vous allez le voir dans ma présentation. Je ne sais pas si vous êtes familier ou pas avec le concept l'idée de communauté énergétique. C'est des initiatives autour de l'énergie, production, consommation, stockage, peu importe, qui prennent des formes vraiment très diverses selon les pays. C'est un terme qui s'est popularisé surtout dans les pays anglophones au départ dans les années 2000, puis diffusé aux Pays-Bas, dans les pays nordiques, et qui est au croisement de trois dynamiques, qui est militante, académique avec les transition studies surtout, et un principe de recherche-action, et institutionnel avec l'inscription d'une définition dans l'Union européenne récemment, dans laquelle je ne m'inclus pas du tout. Enfin, je ne me repose pas forcément sur cette dynamique-là. Moi, c'est plutôt sur le volet académique, et je l'ai mis là dans ma présentation. Les critères qui sont souvent identifiés et récurrents dans la littérature, même si ce n'est pas exhaustif, c'est que ce sont des initiatives, donc les communautés énergétiques, qui sont des productions d'énergie renouvelable locales et qui rassemblent, donc, comme vous l'avez dit aussi, bottom-up, qui viennent du bas, et qui rassemblent une pluralité d'acteurs qui ne sont pas issus du secteur de l'énergie. Et moi, à ces critères habituels, généraux, j'en ai ajouté d'autres pour ma recherche, plus spécifiques, puisque je cherchais à observer également donc, des initiatives où l'énergie était consommée, autoconsommée, donc consommée sur place,
pour des usages collectifs et individuels, pour que je puisse observer cette idée de partage de la ressource. Et pour moi, il fallait que ces initiatives, elles soient connectées aux réseaux énergétiques ou aux autres réseaux, donc que ce ne soient pas des communautés très fortement alternatives comme des écolieux ou des systèmes off-grid. Ce qui donne en fait une situation que j'observe d'approvisionnement hybride. Et c'est pour ça que je relativise peut-être un peu ton introduction, Anaïg, sur le fait que je regarde des systèmes qui sont en dehors des réseaux, parce que finalement, c'est un approvisionnement hybride par le système conventionnel et par un système qui est plus local et qui, lui, est limité. Et je vais développer ça. Pour le consommateur, je veux que ce soit bien clair, pour le consommateur, on reste bien sur un modèle d'énergie qui est disponible à tout instant, à tout moment. Ça ne change pas grand-chose presque. L'idée, c'est bien de voir s'il y a une mise en place avec ces réseaux locaux d'une création d'une forme de rareté de la ressource dans l'abondance, quoi, finalement. Voilà. Concrètement, comment ça se traduit? J'ai sélectionné 2 cas d'études, donc une opération d'autoconsommation collective d'électricité, d'ACC, je l'ai mis, et un réseau de chaleur citoyen au bois. Donc le premier est solaire, le deuxième est au bois. Alors, petite précision, c'est vrai, les deux initiatives que j'observe ne s'appellent pas elles-mêmes des communautés d'énergie ou des communautés énergétiques. C'est bien un terme que j'utilise moi, à la fois comme une échelle pour observer une organisation collective qui ne s'apparente pas à un objet institutionnel, physique déjà existant, et comme un outil et une notion en fait, scientifique qui me permet de rassembler des objets qui sont de nature très différente, des initiatives très différentes, puisque vous voyez déjà apparaître, je regarde à la fois de la chaleur et de l'électricité, vous l'avez dit. Et une autre caractéristique qui est partagée par mes 2 études de cas, c'est qu'elles se trouvent en milieu rural. Donc c'est pour ça que c'était d'autant plus intéressant et pertinent à interroger vis-à-vis de cet aspect de la désescalade énergétique des villes. Ce n'était pas un critère de sélection au départ, encore que, puisque j'ai exploré d'autres terrains potentiels en milieu urbain, que je n'ai pas retenu, parce qu'ils ne présentaient pas suffisamment de caractère alternatif, justement, dans la manière dont ils mettaient en œuvre les énergies renouvelables. Enfin, ils ne rassemblaient pas tous ces critères-là. Donc, l'idée, c'est de regarder comment ces communautés en milieu rural, ces communautés énergétiques que j'observe, elles sont potentiellement porteuses de limites ou le lieu de prise en compte de ces limites de la ressource énergétique. Et comment donc elles viennent questionner à la fois le système d'énergie conventionnel, mais aussi du coup l'échelle métropolitaine comme potentiellement porteuse de changement et d'innovation. Peut-être je rentre un petit peu plus en détail sur la description de ces 2 communautés rurales. Alors, je vais essayer de ne pas dire leur nom, mais ça peut m'échapper, surtout que le contexte s'y prête. C'est pas un anonymat très strict, mais c'est des communes toutes petites. Et pour le moment, je ne suis pas encore trop claire avec la manière dont je vais anonymiser mon travail. Donc voilà, ça peut m'échapper, mais je vais essayer de ne pas trop dire leur nom. Donc, c'est 2 communautés qui sont dans des communes rurales, qui sont très similaires. Donc, elles sont proches du grand centre urbain, de métropole en l'occurrence, que j'ai mis en jaune sur la carte. Donc, en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, proche de Rennes, et puis pour le réseau de chaleur, en Isère, proche de Grenoble. On voit sur les 2 cartes, elles sont dans un rayon de 30 km de ces métropoles. Elles ont une population et une densité assez similaires, assez faibles, environ 500 à 600 habitants dans chacune des communes. Et elles ont une dominante d'activité historique agricole qui a diminué pour laisser place à un profil beaucoup plus résidentiel pour la Bretagne et un peu plus tertiaire pour le réseau de chaleur pour l'Isère, puisqu'il y a un EHPAD dans la commune. On va le voir, puisqu'il est connecté au réseau de chaleur. Il y a une volonté de ces villes de ne pas être des villes dortoirs vis-à-vis de la métropole et de se construire un peu en opposition aussi et en complément de la métropole, notamment par une politique de maîtrise du foncier assez poussée, une recherche d'autonomie alimentaire et énergétique. Et en même temps, il y a la construction de nouveaux lotissements récents pour accueillir de nouvelles populations, donc dans cette logique de redynamisation.
Et on est plutôt sur des communes avec une orientation politique écologique forte. Et il y a pareil, il y a une forme de bâti assez similaire, donc d'habitations individuelles pavillonnaires qui sont concentrées dans un centre-bourg. On le voit mieux dans ma slide suivante. Dans ma slide suivante ici, mais c'est vrai que je vais faire un petit point sur l'autoconsommation collective. Donc, quand on zoome sur ces communautés énergétiques, donc j'ai une opération d'autoconsommation collective et un réseau de chaleur. Je voulais faire un petit point sur l'autoconsommation collective. C'est la possibilité réglementaire depuis 2015 de vendre ou d'échanger l'électricité entre un ou plusieurs producteurs et consommateurs qui ne sont pas, donc, encore une fois, issus du secteur de l'énergie, donc qui ne sont pas des fournisseurs et qui ne sont pas contraintes aux logiques qui contraignent les fournisseurs. Et cet échange d'électricité, il passe par le réseau de distribution publique, le réseau basse tension, dans un rayon de 2 km, sauf exception. Les producteurs et les consommateurs, pour faire cet échange, qui n'est pas toujours de la vente, hein, parfois c'est du don, parfois voilà, doivent être rassemblés au sein d'une entité juridique qui peut prendre plein de formes et qu'on appelle la personne morale organisatrice. Au sein de cette personne morale organisatrice, ils définissent un mode de répartition de cette électricité à travers une clé. Et cette clé, elle est ensuite partagée et contractualisée avec le gestionnaire de réseau local, donc le plus souvent Enedis. Hein. Une autre particularité, c'est que cette consommation, elle doit être en instantané avec la production, enfin sur un pas de temps de 30 minutes, mais parce qu'en fait, physiquement, le chemin de l'électron ne change pas du tout dans l'autoconsommation collective de la revente, par exemple, sur le réseau. Il n'y a pas de changement, c'est vraiment un changement virtuel, quoi, on pourrait dire. Si le consommateur consomme quand, là, en l'occurrence, le panneau solaire produit, eh ben, Enedis va lui attribuer une part virtuellement d'électricité comme ça a été décidé. Voilà, c'est un petit point peut-être important, parce que je ne sais pas à quel point, pareil, vous êtes familier avec ce nouveau dispositif qui n'est pas encore très répandu. Donc, j'ai les 2 communautés énergétiques, enfin, c'est les centres-bourgs qui sont vus, mais donc, pour la Bretagne, la communauté énergétique, elle se fait autour d'unité de production. Donc là, en l'occurrence, c'est un tracker solaire, donc un panneau solaire qui tourne en fonction du soleil, hein, comme un tournesol, quoi. Qui appartient au syndicat départemental, enfin à une société d'énergie mixte, mais enfin, peu importe pour le montage, mais en gros, le syndicat produit pour le compte de la commune, qui consomme l'énergie, puis revend le surplus dont elle n'a pas eu besoin pour l'école et la mairie. Elle le revend à 8 foyers et un exploitant agricole, puis à Enercop, il me semble. Et la PMO, c'est une association qui rassemble donc la mairie, des structures tiers comme l'ALEC, l'Agence locale d'énergie de Rennes, et puis des consommateurs. Pour l'Isère, le réseau de chaleur, c'est une chaudière bois déchiquetée, dont le bois est récolté dans un rayon de 15 à 30 km. Il alimente 7 usagers, et pareil avec un mix de privé-public, là, avec l'EHPAD et l'école, et puis des foyers particuliers. C'est un réseau privé avec une autorisation d'exploitation qui est détenu et exploité par une SAS dont les citoyens et des communes ont des parts, enfin, ils sont actionnaires. Des citoyens via énergie partagée, par exemple, pas des citoyens qui sont eux-mêmes consommateurs, a priori. Voilà, ces 2 projets récents qui datent de 2021, donc ça aussi c'est un défi pour l'enquête de la thèse. Et donc, l'objet de ma thèse, c'est de questionner les limites, dans ces communautés là que je viens de vous décrire. Donc, c'est, comme je le disais, un aspect qui a pas mal été remis en question et qui est pas mal en foisonnement. Donc, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Je ne suis pas sûre si les limites, pour le moment, c'est une notion ou un objet d'étude. C'est en pleine réflexion. Parce qu'à la fois, l'idée de limite, que j'observe, elles sont réelles, elles sont existantes, elles sont matérielles, et à la fois, c'est une construction sociale, puisqu'elles ne sont pas subies et techniquement, économiquement, elles sont presque imperceptibles pour les gens que j'interroge. Donc, les limites que j'ai identifiées pour le moment, elles sont à plusieurs échelles. Il y a les limites planétaires que j'évoquais déjà, donc énergético-climatiques, et puis il y a les limites qui sont propres aux énergies renouvelables qui sont mobilisées par les 2 communautés énergétiques.
On pourrait parler de contraintes ou de caractéristiques propres aux énergies renouvelables. Je pense que quand je parle de contraintes ou de limites, je me situe par rapport au réseau et au système conventionnel. Et ça varie selon la nature de l'énergie, de la ressource mobilisée, bien sûr. Donc, il y a dans un cas le solaire avec sa variabilité saisonnière et journalière, hein, qui représente un défi, et surtout vu que c'est une consommation qui doit se faire en instantané. Et puis, il y a le bois. Là, c'est plutôt un défi vis-à-vis de sa quantité disponible, surtout puisqu'il y a a fortiori un rayon local de récolte, quoi, enfin de mobilisation. Et puis sa capacité de renouvellement à plus long terme. Et toutes deux ont la particularité aussi d'avoir une faible densité qui pose la question de l'approvisionnement. Globalement, l'hypothèse de ma thèse, voilà, c'est de dire que c'est des petits systèmes locaux qui contextualisent la production et la consommation d'énergie, et que ces facteurs les facteurs de ce contexte spécifique justement, qui là en l'occurrence est rural, des facteurs dans la manière dont c'est mis en œuvre, dans les choix politiques, vont transcrire ces limites, donc plutôt exogènes, dans le système socio-technique. Et in fine, se traduire éventuellement dans une limitation de la demande ou par une limitation de la demande, alors qui reste relative, hein, parce que l'approvisionnement local représente une part assez faible des consommations globales, notamment dans le cas de l'électricité. Mais c'est des nouvelles organisations et des projets, et ça c'est une autre hypothèse, qui peuvent faire évoluer le rapport à l'énergie, comme tu le disais Anaïg, et questionner le modèle standard d'approvisionnement énergétique malgré tout. Donc l'intérêt là pour moi c'était de retracer les facteurs surtout qui sont liés au milieu rural, d'implantation au contexte spécifique rural de ces communautés énergétiques, comme un facteur pouvant amener des limites en lui-même et de la désescalade énergétique, pour reprendre le terme du groupe de travail. Ce milieu rural, il est porteur de cette dimension locale et petite. Et ça se retrouve donc dans le fait qu'on est face à des systèmes énergétiques locaux qui ont des capacités de production qui sont limitées, et ça c'est assez important, et des capacités de production et d'extension qui sont limitées, mais je vais y revenir. Donc déjà on est dans des communes et des acteurs économiques qui sont à l'origine de ces projets, qui ont peu de moyens, qui ont des moyens financiers limités, et qui dans tous les cas ont fait appel à des structures tiers pour développer ces projets. Comme je disais, la Société d'énergie mixte du syndicat dans un cas, et puis la SAS dans l'autre cas. C'est pas des acteurs de l'énergie et c'est pas leur cœur de métier. Donc, s'il n'y a pas de logique d'économie d'échelle qui est possible, ni dans les installations techniques, ni dans l'achat de combustible du bois, par exemple, surtout c'est le cas pour le réseau de chaleur. Ils sont également limités en moyens humains, donc pas seulement financiers, hein, en termes de ressources humaines. À différents degrés, les élus et les employés communaux sont impliqués dans la gestion quotidienne administrative du réseau. Par exemple, pour les facturations, la mairie facture l'électricité aux habitants. C'est une gestion qui est lourde et qui est pas possible, qui rend pas vraiment possible l'extension à très grande échelle de ce réseau. Et enfin, il y a bien sûr la configuration spatiale et matérielle de ces communes rurales dans lesquelles elles émergent, ces communautés, qui est la faible densité du bâti. Et là, on retrouve cette idée donc pas de possibilité d'économie d'échelle, quoi, pour l'installation de ces systèmes, qui va déterminer vraiment le périmètre un peu physique et le nombre de participants qui participent à ces communautés. On retrouve presque une logique inverse à la logique qu'on retrouve en ville, où en fait c'est moins cher avec le foisonnement et l'économie d'échelle en ville. Et c'est d'ailleurs ce qui crée un peu ce système de logique du réseau à toujours s'agrandir, dont parle Olivier Coutard. Ici, au contraire, c'est la technique de gestion du flux et l'économie, enfin les moyens financiers vont limiter la taille de ce système. Au contraire. Voilà, pour le réseau de chaleur, par exemple, c'est pas tant la puissance de la chaudière qui a défini ça, que le prix du mètre linéaire des tuyaux qui a défini le périmètre, telle maison ou telle maison, pourquoi pas une autre et pourquoi on ne va pas plus loin. Pour l'autoconsommation collective, ça se situe un peu ailleurs parce qu'on utilise le réseau public de distribution. Donc là, la limite, elle ne se situe pas dans ce support technique-là. Par contre, elle va quand même se construire sur plusieurs aspects, notamment dans le dimensionnement du tracker solaire,
qui est contraint par la disponibilité financière des aides, etc. Et la spécificité de la technologie choisie, qui a été celle du tracker parce qu'il tourne et que c'est une production plus en plateau, enfin plus répartie sur la journée. Et puis par l'espace foncier qui était nécessaire pour installer cette unité. Donc à la fois, il fallait un espace disponible pour installer une aussi grosse installation. Et en même temps, elle ne pouvait pas être trop éloignée de la densité donc, du centre-bourg, puisqu'il faut un rayon de 2 km pour trouver des consommateurs. Et donc, voilà, c'est une zone dense, mais pas trop dense, et c'est un équilibre qui a été trouvé dans la commune d'Ille-et-Vilaine, mais qui questionne clairement la capacité d'extension de ce système, et on va y revenir, qui est un vrai sujet pour cette communauté d'énergie. Donc voilà, tous ces aspects, ils vont conditionner le système, son dimensionnement, mais aussi le prix de l'énergie, sa gouvernance. Et ça va être des facteurs qui vont définir le périmètre de ce système comme un système limité. Cette limite et ce périmètre, ils ne sont pas que décidés en amont lors de la construction du projet et par les porteurs ou les producteurs, ils se définissent aussi durant la vie du projet par les consommateurs lors de négociations, et c'est une observation que j'ai faite lors de mes terrains, c'est que les moments d'extension, les projets d'extension ou de diminution, alors là, plutôt d'extension, je n'ai pas vu de diminution pour le moment, mais on pourrait penser que ça s'applique, du système, sont en fait des moments clés, des moments charnières dans la définition, la redéfinition de la limite de la ressource énergétique, justement. Et il semble, de ce que pour le moment j'ai observé, mais voilà, que la limite, le périmètre de cette ressource énergétique, elle est définie par ces deux aspects principaux que sont à la fois l'équipement technique, la capacité de production, et à la fois le nombre de bénéficiaires qui peuvent en profiter. C'est notamment le cas pour l'autoconsommation collective d'électricité. Les consommateurs, ils ont déterminé une répartition qui leur semblait juste et qui valait le coup de s'impliquer dans le projet. Donc, en l'occurrence, c'est dit qu'il faut qu'ils bénéficient de au moins 10%, enfin que la part venant du panneau représente au moins 10% de leur consommation globale. Mais ils ne peuvent pas rajouter de nouveaux producteurs à la communauté, à l'opération d'autoconsommation collective pour le moment, pour des raisons de lourdeur administrative que j'évoquais plus tôt, et de complexité réglementaire. Et donc, en solution à ça, ils ont inscrit dans les objectifs de l'association de réduire les consommations comme un objectif. Et réduire les consommations, c'est à la fois une référence donc c'est à la fois pour des raisons écologiques de manière générale. Et là, on voit la transcription de limites énergético-climatiques, de limites planétaires dont je parlais plus tôt, et à la fois pour leur permettre d'étendre l'opération à des nouvelles personnes, intégrer des nouvelles personnes, laisser de la place, en fait, en consommant moins un peu chacun. Et là, c'est plutôt une transcription des limites locales, des limites de la ressource locale, quoi. On peut ajouter à ça qu'il y a presque une discussion sur le système conventionnel dont je parlais un petit peu. Je ne veux pas le détailler parce que c'est encore quelque chose que je dois creuser, mais comme je disais, l'autoconsommation collective, elle est virtuelle. Il n'y a pas de moyen de savoir si l'électricité, elle vient du panneau ou elle vient du réseau quand on la consomme. Ou alors, si cette distinction elle est faite, elle est complètement construite par les consommateurs, elle est volontaire et elle est médiée justement par le groupe, la communauté énergétique, avec de la pédagogie. Ça, je ne rentre pas dans le détail. Mais voilà, cette indistinction en fait, entre l'électricité qui vient du local et du national, elle se fait aussi en sens inverse, puisque la réduction qu'ils ont décidé de faire, elle se fait sur les deux, à la fois sur l'électricité qu'ils consomment du réseau. Il n'y a pas de distinction pour eux dans la manière, ils ont juste à réduire leur consommation. Pour le moment, c'est plutôt ce qu'on peut observer. Enfin, un dernier facteur lié au rural, c'est le contexte propice à la mobilisation de proximité. Donc, c'est en mobilisant des proximités qu'ont émergé et fonctionnent ces projets. Donc, c'est la mobilité, les proximités spatiales, organisationnelles, institutionnelles. Pareil, je ne veux pas trop détailler parce que c'est encore une piste que je suis en train de creuser. Mais elles vont jouer dans la définition, là aussi, du périmètre de la communauté ressources et dans la diffusion de ces limites et de la transcription de ces limites entre les membres. Il y a par exemple le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'intermédiaires et qui fait que la mairie peut vendre de l'électricité à ses habitants. Ça, à mon avis, c'est pas prêt de se faire pour le moment à l'échelle de la métropole.
Et puis, il y a des proximités spatiales, par exemple, dans les installations techniques de production qui sont visibles et qui sont un moyen d'apprentissage, avec la visibilité du panneau, par exemple, qui est un élément technique qui met en scène la limite solaire de la variabilité solaire en tournant ou en se mettant à plat en mode sécurité quand il y a trop de vent, etc. Pareil pour la chaufferie, dont les consommateurs entendent très bien l'approvisionnement par camion en bois. Voilà. Donc, de manière générale, pour conclure cette partie, les contextes ruraux spécifiques que j'observe, ils sont porteurs de facteurs qui créent des limites exogènes, qu'elles soient locales ou plus larges, et ils favorisent leur traduction dans les systèmes énergétiques locaux que j'observe tout au long de la chaîne. Après, pour relativiser peut-être un tout petit peu l'aspect innovant que le rural pourrait avoir comme une niche d'innovation sociale, pour reprendre les termes de multi-level perspective, de ce champ-là, on peut se demander un peu où est la métropole dans tout ça, et on en avait parlé, Arnaud. Déjà parce que les communautés énergétiques, bien sûr, n'émergent pas du tout exclusivement dans les milieux ruraux, hein, il y en a plein dans les milieux urbains. Et puis, la métropole, elle n'est pas du tout absente de mes cas d'études. Au contraire, elle apporte un support technique, financier, institutionnel, organisationnel très important qui est nécessaire à l'émergence de ces projets et à leur fonctionnement. Donc, par exemple, dans le réseau d'infrastructures électrique, par exemple, qui permet à l'autoconsommation collective d'exister, mais aussi au réseau de chaleur, parce qu'il s'est beaucoup automatisé par rapport au système individuel au fuel. C'est un système au bois mais qui est automatisé, parce que c'est impossible en fait de venir tous les jours dans cette commune qui est donc un peu dans la montagne, relever les compteurs, donc c'est automatisé, et donc c'est dépendant complètement du système électrique et puis de d'autres systèmes. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a aussi le support institutionnel, les moyens humains, on va dire, et organisationnels qui sont donnés par tout un écosystème d'acteurs et de structures tierces qui portent aussi et aident ces systèmes locaux dans leur fonctionnement. J'en ai déjà cité plusieurs, le syndicat départemental, dans les deux cas, qui ont aidé, qui ont leur bureau d'ailleurs dans la métropole. Il y a l'ALEC de Rennes, qui étend son champ d'action un petit peu au-delà de la métropole, bien que la commune ne fasse pas partie de la métropole, qui accompagne pour sensibiliser à la maîtrise de la demande de l'énergie, réduire les consommations. Il y a la SAS, bien sûr, qui porte le réseau de chaleur, qui est propriétaire de ce réseau. Elle bénéficie du financement de citoyens d'énergie partagée. Là, on pourrait se demander à quel point les financeurs sont plus concentrés dans les villes. C'est une donnée qui n'est pas facile à obtenir. Et puis, sont actionnaires également les communes. Le plus gros actionnaire public, c'est bien sûr la métropole de Grenoble, dans la SAS. Et ça permet en fait à toutes ces structures une stabilité, un apport financier, une stabilité qui leur permet de faire, de fonctionner, de faire leur activité. Même si le président de la SAS le souligne, c'est plus facile et plus rapide de mettre en place des projets avec des communes rurales comme la commune dans laquelle je me trouve actuellement. C'est aussi le cas pour l'approvisionnement énergétique en bois énergie. La structuration de la filière, elle se fait beaucoup autour de ces gros clients qu'est la métropole de Grenoble. Elle ne pourrait pas se faire juste avec des petits systèmes, des petits réseaux de chaleur comme celui où je me trouve. Donc, ça permet un peu ce maillage et cet équilibre. Voilà. Et bien, peut-être, je ne sais pas trop quelle heure il est, parce que ça a coupé en fait Oui, vous avez l'heure sur mon... juste le Peut-être temps que de je peux faire m'arrêter là. ouais, votre conclusion, parce qu'il faut qu'on Ouais, garde effectivement un petit quart d'heure de tout à questions. fait, ouais. Donc, je ne sais pas, on passe aux questions. Est-ce que, Arnaud, tu veux bien? Oui, bien sûr. Du coup, merci beaucoup, Jessica. Donc, la commande était effectivement de partir de cas qui sont extrêmement ruraux et d'essayer de voir comment ça rentre en tension avec des enjeux ou des éléments de métropole. Donc, merci de les avoir soulignés et puis d'avoir montré aussi un peu ces discussions sur les limites qui est au cœur de notre travail sur le groupe Ville et Énergie. Alors, soit d'abord, je vais peut-être poser une première question et puis après on fera le tour.
Moi, j'avais une question auprès des sur les populations. Tu as dit que c'était deux territoires qui accueillaient des nouvelles populations, donc dont on peut peut-être faire le pari qu'il y en a qui viennent de la ville. Et du coup, dans quelle mesure est-ce que cette question de ce déménagement vers des zones plus rurales est aussi une façon d'essayer de se dire qu'on va maîtriser mieux ses propres ressources, se relocaliser, pour le dire comme ça, et essayer d'entrer dans des projets d'autoconsommation, d'autoproduction, peut-être pas que énergétique, mais aussi agricole, etc. Est-ce que ça rentre aussi un peu dans une dynamique de projet social, en fait, éventuellement, qui ne serait pas urbain, du coup, ou contre l'urbain? Je ne suis pas sûre de pouvoir tout à fait répondre à cette question parce que les projets sont très récents et il n'y a pas eu beaucoup de mouvements de population depuis l'émergence de ces projets. Donc, pour le moment, ils n'ont pas attiré en tant que tel. Après, au contraire, même, il y a un projet, donc dans les deux communes, il y a des projets de maraîchage qui ont été mis en place. Dans l'un, en Bretagne, ça a attiré deux maraîchers pour le moment. Je ne sais pas si ça va attirer plus de monde. Dans le projet ici, c'est des réfugiés qui sont en insertion professionnelle et en formation. Et justement, il y a un peu cette dynamique que malgré les lotissements, malgré les volontés d'héberger de nouvelles populations jeunes et en formation sur le territoire, ils préfèrent vivre à Grenoble, justement. Donc, en fait, ils font le trajet Grenoble ici. Donc, on est à peu près à 35 minutes de voiture, je dirais, 40 minutes, en voiture obligatoirement. Enfin, il y a une navette qui est mise en place, je crois, mais voilà. Donc, c'est pas pour le moment, a priori, même là, dans ce cas spécifique, c'est même plutôt l'inverse. La métropole attire, ça c'est sûr, et elle attire vers ces villes qui se battent pour ne pas être des villes dortoirs, mais qui de fait le sont quand même un petit peu, puisque les gens cherchent quand même à s'éloigner des métropoles tout en voulant vivre à côté. Par contre, de ce que j'ai pu entendre, même si ça ne fait pas partie de ma question principale, il y a une envie des gens qui prennent part à ces projets de capitaliser dessus et ils pensent que ça peut attirer des gens. Par exemple, le réseau de chaleur, il y a cette idée que ça donne de la valeur aux maisons qui s'y sont raccordées, etc. Parce que ça s'inscrit aussi dans un projet politique, parce que financièrement, bon, là, ça s'est chamboulé avec l'augmentation du prix du fioul, mais c'était assez équivalent. Et donc, en fait, on choisit un projet politique parfois plus cher. Et donc, il y a vraiment enfin, en tout cas, pour les gens qui s'y sont déjà raccordés et qui ont fait ce choix-là, je pense qu'ils pensent que ça peut se diffuser à d'autres personnes. Mais pour le moment, je ne l'ai pas observé. Bon, j'embraye peut-être, Arnaud, si sous ta... Ouais. Bon, moi, j'avais un petit peu envie de prolonger la question d'Arnaud, parce que, bon, il y a une dimension du travail et de la recherche que je comprends bien, c'est la dimension éducative pour les populations, et je pense on est aussi dans ce temps-là, c'est-à-dire que le temps de la transition écologique, c'est aussi un temps éducatif. On avait, il y a quelques mois, organisé un déjeuner jeunes chercheurs autour des jardins partagés à Paris, et on avait aussi cette dimension éducative qui était ressortie. Moi, la question que je me pose par rapport à vos cas d'études, qui sont des cas d'études ruraux, c'est la contradiction un petit peu implicite à moyen terme qu'on sent entre l'idée de consommer moins, vous l'avez dit à un moment donné, pour laisser la place à d'autres types de populations qui arrivent, et puis quand même derrière tout ça, le risque d'être quand même dans une logique assez malthusienne de limitation de la croissance urbaine dans des zones qui, vous l'avez dit, sont quand même sous tension. C'est-à-dire que les problématiques de ces zones, on le sait bien en Rhône-Alpes comme en Bretagne, c'est que quand même une partie de la croissance peut plus se diriger sur les villes ou sur leurs proches banlieues, et donc se dirige vers le périurbain, hein, au sens d'Éric Charme, ou vers le milieu rural. Est-ce que cette dimension malthusienne, ce risque du malthusianisme, est-ce qu'il est intégré par les acteurs que vous rencontrez ou est-ce qu'on n'en est pas encore là? Non, je dirais pas je dirais qu'on n'en est pas encore là, parce que justement, j'ai l'impression qu'il y a, enfin, il y a
il y a à la fois ce discours de pas, donc je disais, d'avoir une maîtrise du foncier, et en même temps, il y a des constructions nouvelles qui se font. Mais en fait, en autonomie, enfin, en fait, en choisissant quoi, les critères de cette croissance, je n'ai pas beaucoup creusé encore, mais c'est sûr qu'il y a ce paradoxe de la proximité de la métropole dont ils récupèrent une part de l'activité, en même temps sans vouloir le faire, et en même temps, ils veulent redynamiser leur territoire, donc en fait, ils construisent. En tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai observé pour le moment, ce discours-là, cette peur de malthusianisme, ou en tout cas de... Voilà. Merci. Alors, il y a Anaïs, puis Anaïs. Oui, moi j'avais deux petites questions. Merci déjà pour ta présentation. Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant et je trouve que ça pose vraiment plein de questions. Deux petites questions. C'était d'abord quand tu nous as présenté tes cas d'études, tu as dit que au début, tu avais peut-être pensé traiter aussi de cas d'études urbains et peut-être revenir sur ton cheminement, dire pourquoi est-ce que tu as décidé finalement de pas les traiter. Et puis la deuxième question, c'est vraiment une question un peu de précision. Tu as dit que dans ta définition de la communauté énergétique, tu en avais plutôt une définition académique, et tu as dit que tu n'étais pas tellement d'accord avec la définition institutionnelle, notamment portée par l'Union européenne. Et du coup, j'aurais bien aimé savoir pourquoi, enfin, quelle était la définition de l'Union européenne et pourquoi est-ce que tu t'en détaches. Je vais peut-être commencer par la deuxième. En fait, je m'en détache. Enfin, je suis pas d'accord ou pas d'accord, parce que je pense que la définition européenne colle avec... englobe quand même, elle est très large en fait, elle met pas beaucoup de contraintes, il me semble qu'elle colle quand même avec ce que j'étudie. C'est juste que moi, j'étudie pas du tout ce mouvement d'émergence des communautés énergétiques et de leur institutionnalisation, de leur diffusion. Donc c'est pour ça que je me base pas sur leur définition, aussi parce qu'elle est beaucoup trop large. Et quelque chose qui est assez caractéristique, et qu'un chercheur dont je ne me souviens plus le nom a soulevé, c'est à quel point les communautés énergétiques, la définition, elle varie en fonction de ce dont les chercheurs ont besoin, quoi, en gros, d'observer. Enfin, c'était un peu ce qui m'était resté, et c'est ce que j'observe quand je lis les travaux des autres, et c'est ce que j'ai moi-même fait, du coup, en m'appropriant ce concept encore très malléable, en tout cas du point de vue académique, puisque du point de vue de l'Europe, il se fige peu à peu. Je m'oppose pas, enfin, je me place pas en opposition. C'est juste que j'ai pas du tout cette étude. Justement, je m'inscris pas du tout dans cette étude des transition studies, de développement d'une niche et de sa diffusion. Moi, j'observe en plus, et dans l'autoconsommation collective et dans le réseau de chaleur, deux cas qui sont plus même pas forcément représentatifs des autres types d'autoconsommation collective, parce que c'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de voir un laboratoire où des choses pouvaient se passer vraiment différemment. Et du coup, ça m'amène à la question de pourquoi j'ai pas choisi les territoires que j'ai abordés en ville. Et ben, ça recoupe un petit peu un élément de ma conclusion, c'est que l'autoconsommation collective, notamment en ville, alors les réseaux de chaleur, ça, il n'y avait pas du tout de réseau de chaleur citoyen en ville, et il y a du bois et tout ça, mais c'était pas du tout cette logique avec peu d'acteurs institutionnels et une discussion entre producteurs et consommateurs. Ça, sur les réseaux de chaleur, c'était pas le cas. Pour l'autoconsommation collective, c'est les acteurs qui s'en saisissent le plus en ville en ce moment, de ce qu'on observe, c'est des acteurs du logement social, des bailleurs sociaux, qui installent donc plutôt des moyens solaires sur le toit et qui autoconsomment une partie en individuel, donc pour le collectif, les charges collectives, quoi, et ensuite qui donnent ou vendent l'électricité. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que pour l'autoconsommation collective, mais je pense que ça s'applique aux communautés énergétiques un peu, c'est que ça s'inscrit dans des configurations déjà existantes, des relations déjà existantes, et la relation bailleur social locataire m'a pas amené à voir de la gouvernance partagée autour de la ressource énergétique. Très peu de discussions, très peu de visibilité aussi des installations. Elles sont sur le toit et sont parfois pas visibles, donc les gens ne savaient pas qu'il y avait encore, ils se demandaient quand est-ce que ça allait être mis en place, alors que ça faisait 1 an que c'était en place. Tout ça, c'était très intéressant à étudier, et j'ai hésité entre plusieurs scénarios de thèse à ne faire que de l'autoconsommation collective, mais mis en place dans des milieux très différents, ou comparer chaleur et électricité, ça me tentait plus. Je trouvais ça aussi plus intéressant
au vu des questions que je me posais. Mais en ville, c'était un tout autre panel de questionnement, en fait, sur comment s'installe la gouvernance démocratique. J'ai quand même des éléments de réponse de comment, à quel point, de manière informelle, les informations circulent. Et là, je reviens sur mon autre point, qui est l'influence des spatialités matérielles et immatérielles dans la trajectoire de ces communautés énergétiques, qu'on étudie en fait avec une autre chercheuse, Marta Papalardo, dans un projet qui est en ce moment dans lequel je suis impliquée, sur le déploiement de l'autoconsommation collective en France, financé par le PUCA. Nous, on est sur l'axe spatialité, et en fait, les formes du bâti sont hyper importantes. On ne se croise pas du tout pareil dans le hall d'immeuble, et on ne parle pas pareil du projet énergétique que dans une commune comme ça, où en fait, on se croise. Donc tout ça va jouer sur la manière dont la communauté va vivre et va fonctionner. Et ce que j'observais dans les deux bailleurs sociaux que j'ai interrogés, enfin j'ai fait des enquêtes un peu exploratoires à Grenoble et dans le sud-ouest, et ben ça n'a pas... En fait, ça présentait des cas aussi beaucoup trop écartés du premier cas que j'avais exploré en Bretagne. Je Merci. dirais pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'innovation possible dans le milieu métropolitain ou en ville. C'est d'autres dynamiques qui se mettent en place. Surtout qu'il y a plein de possibilités autres qui ne sont pas là, qui ne sont pas dans le milieu rural, comme un peu en filigrane de ce que je présentais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas la même malléabilité que là, le milieu rural a permis de mettre en place, quoi. Merci. Merci Anaïs. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très très intéressant. Vous avez déjà répondu du coup en fait à un bout de ma question en répondant à Madame Olry. Moi je voulais juste savoir, alors je suis désolée, ma connexion est un peu coupée, donc ça se trouve vous y avez répondu, mais j'ai pas bien compris lorsque vous parliez de production-consommation instantanée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de stockage, ou là-dessus j'ai pas bien compris? Et secondement, donc moi ma question a porté en effet sur votre avant-dernier élément de conclusion concernant la place des acteurs du logement social en ville, donc vous y avez déjà bien répondu. Je voulais simplement savoir, de fait, pour avoir une petite précision, si ça se faisait sur, en tout cas les cas que vous avez pu voir, sur du logement neuf ou sur de la réhabilitation, ou sans distinction. Et j'imagine aussi que c'est couplé à d'autres modes d'énergie, et donc lesquels? Oui, ça se fait plutôt sur du logement neuf, de ce que j'ai pu voir, mais bon, j'ai pas. Il y a aussi beaucoup de projets qui ont émergé là, depuis depuis mon exploration de terrain. En fait, pour calculer les émissions de CO2, il y a à la fois le bilan énergétique et le bilan de production de l'immeuble. On va avoir tendance à installer des panneaux solaires pour réduire, puisqu'on prend la meilleure note des deux. Et donc, ce que j'observe aussi, ce n'est pas le cas de toutes les résidences, mais c'est qu'elles installent du panneau solaire. Et plutôt que de le faire en revente, maintenant, c'est envisageable pour les bailleurs sociaux de le faire en autoconsommation collective, parce que ça leur permet de réduire leurs charges. Et parfois, ce n'est pas du tout un choix, c'est les promoteurs. Il y a aussi beaucoup Bouygues, par exemple, qui est très actif dans installer plein d'immeubles avec des panneaux solaires qu'ils pensent mettre en autoconsommation collective ultérieurement à un moment, parce que j'imagine c'est dans l'air du temps, sans tout à fait penser. Par exemple, parfois ça surdimensionne les panneaux, ce qui n'est pas un bon. Plus on surdimensionne le panneau solaire, et si on n'a pas beaucoup de consommateurs, on va avoir beaucoup de rejets on va avoir beaucoup de surplus qui va être revendu sur le réseau, et là, ça n'est pas du tout rentable. Pour que l'équilibre de l'autoconsommation se fasse, et ça revient avec votre question d'instantanéité, il faut vraiment que l'équilibre économique, il est souvent pensé comme ça. D'ailleurs, c'est des opérations qui ont un équilibre économique un peu fragile, qui repose encore pas mal sur des subventions. En fait, l'électricité, elle est vendue à un prix donc, qui est décidé entre le producteur et le consommateur, et elle est revendue. Et donc, quand le panneau produit, si un des consommateurs qui est dans cette opération consomme à ce moment-là, on va lui attribuer la part qui lui a été décidée, soit une part à égalité, soit ils choisissent des parts, des modes de répartition qui sont propres à chaque opération. Enedis propose une clé automatique aussi, qui est la plus courante, qui est mise en œuvre. Et tout ce qui n'est pas consommé à ce moment-là par les consommateurs qui sont dans cette opération va être vendu sur le réseau, mais là à un prix vraiment très bas, qui fait que là l'opération n'est pas
le taux d'autoconsommation est très faible et l'équilibre de l'opération ne s'y trouve pas. Donc, il y a vraiment un intérêt. L'autoconsommation en instantané, elle a été décidée comme ça dans la réglementation pour éviter justement, pour faire que l'électricité, pour éviter ce rejet sur le réseau basse tension puis haute tension de tous les panneaux solaires que les politiques publiques veulent faire installer. Donc en fait, pour éviter ça, on se dit il faudrait que les gens du coup consomment ce qu'ils produisent localement. En fait, ce qu'ils font déjà physiquement, mais il faut qu'ils le fassent aussi virtuellement, enfin économiquement parlant. En fait, on recrée le lien entre le consommateur et le panneau qui existe déjà physiquement. Et je me perds un peu, mais du coup, il y a vraiment ce principe d'instantanéité qui est dans la loi et qui est dans la manière dont fonctionne l'opération d'autoconsommation collective. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de stockage dans les opérations que moi je regarde, mais une opération que j'avais regardée, ils ont installé du stockage. Mais c'est un immeuble très expérimental. Le stockage, c'est pas du tout une solution qui est mise en œuvre là, dans les opérations d'autoconsommation collective. En majorité, il n'y a pas de stockage. L'équilibre se fait, donc c'est une instantanéité de 30 minutes, quoi. Enfin, c'est les compteurs, en fait, c'est sur les compteurs communicants, donc Linky ou autres. On regarde si vous avez consommé au moment où le panneau produisait. Parfois, c'est pas des panneaux, la plupart du temps, c'est du solaire, parfois, c'est pas du solaire. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci Jessica. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Moi, j'en avais peut-être une sur le lien pour faire le lien métropole et zone rurale. Il s'est fait dans l'agriculture via les AMAP, où on a des rencontres entre les gens qui consomment les légumes en ville et les gens qui les produisent à 30 bornes dans la campagne. Et en fait, est-ce qu'il y a, on pourrait envisager ce genre de relation métropole-zone rurale sur l'énergie et du coup, est-ce qu'il y a, par rapport à ces petites communautés locales, la tentation de devenir des lieux de production pour la ville, mais de façon un peu identifiée, le petit producteur d'énergie de qualité pour les consommateurs avisés et qui payent un peu plus cher une énergie de qualité en ville, tout en faisant une communauté, mais à distance, en fait, qui est urbaine. Ça te décale un peu de tes terrains, mais c'est des questions, voilà. Non, oui, c'était des questions plus liées avec mes anciens sujets de recherche. Pas trop, au contraire, je trouve qu'il y a enfin, de ce que j'ai entendu, mais bon, comme c'est pas c'est des intuitions d'observation, quoi, qu'il y a plutôt une volonté d'arrêter de produire pour la ville, quoi, en tout cas du point de vue de l'énergie, mais je l'entendais plus sur l'éolien que sur le solaire. Le lien direct entre producteur et consommateur, c'est assez marrant parce que pour la MAP et l'alimentaire, c'est bien un lien qui n'est pas géographique. Il faut qu'il n'y ait pas beaucoup d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Alors que pour l'électricité, ce qui est en train de se mettre en place, c'est une proximité spatiale et géographique de 2 km. Mais qui rassemble différemment, enfin qui fait quand même communiquer le producteur et le consommateur, puisque de fait, en fait, là, ça se fait dans des endroits petits où la spatialité, la proximité géographique fait se croiser les gens, les fait se parler aussi, parce qu'il y a des proximités, pas que géographiques, mais je dirais, enfin pas que spatiales, mais organisationnelles. En fait, il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires. Je pense que ça serait envisageable en ville. Pour le moment, c'est vrai que je ne l'ai pas observé, mais je sais qu'à Grenoble, il y a c'est surtout les projets d'énergie, pas d'énergie partagée, mais des équivalents plus locaux en ville. Là, j'ai plus énergie citoyenne, qui investissent dans des moyens de production solaire qu'ils mettent, qui mettent sur les toits en ville. Et je sais qu'ils s'intéressent à l'autoconsommation collective. Et que pour le moment, ils n'y sont toujours pas allés parce que c'est très compliqué, parce que ce n'est pas très rentable, parce qu'en ville, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas cette malléabilité de l'espace, de disponibilité du foncier, des acteurs et des autorisations à obtenir. Je ne sais pas, ce qui fait que pour le moment, je fais un peu partie des groupes de discussion et j'observe un peu ces évolutions, mais pour le moment, rien n'est mis en place. Par exemple, dans les cas des bailleurs sociaux, les bailleurs sociaux, c'est les producteurs et en fait, ils vivent pas dans l'immeuble. Enfin, le producteur et le consommateur se parlent pas vraiment. Ou alors, dans une relation qui est déjà très tendue dans ce que j'ai pu observer pour le moment, très lointaine, quoi, malgré tout, avec un rapport presque de domination, quoi, qui déjà teinte un peu la relation et qui ne rend pas
tant que ça possible, cette discussion que je vois se faire là. En fait, on appelle le maire là dans cette ville pour dire ah, le réseau va vérifier la pression du truc, ah, le panneau, il s'appelle. Enfin, il y a vraiment un contact direct du producteur ou de celui qu'on assimile à un producteur avec le consommateur de manière informelle. Merci. Loïc, tu avais une... Ouais. Non, on arrive au bout là. En fait, il faut qu'on arrive à terminer, puisque moi, comme peut-être d'autres personnes, on a d'autres choses ensuite, et puis qu'on respecte un peu le format. Moi, je voulais vraiment vous remercier, Jessica, parce que la présentation était extrêmement claire sur un sujet qui est neuf. Pour moi, il était en tout cas radicalement neuf, et on voit bien en fait qu'il y a quand même des enjeux assez fondamentaux, hein, des enjeux de spatialité, des enjeux d'organisation économique et politique autour de ces systèmes, de ces communautés énergétiques. On a beaucoup insisté dans votre présentation sur la question de la dénomination, hein, comment nommer en fait ces choses nouvelles qui apparaissent, et donc ça donne quand même beaucoup de pistes. Et pour nous, en fait, le fait que ce soit en milieu rural n'est pas du tout hors sujet, hein, bien au contraire, et toutes les questions ont ramené en fait à cette inscription globale de ce qui se passe dans vos terrains et qui intéresse très largement d'autres milieux, et notamment les milieux urbains qui sont ceux sur lesquels on travaille dans le LabEx Futur Urbain. Merci aussi à Naïg et à Arnaud d'avoir fait la présentation et l'animation. Donc ça prouve qu'effectivement, autour de cette question de la désescalade énergétique qui est le cœur de votre sujet du groupe Ville Énergie, il y a vraiment beaucoup de grains à moudre et qui intéresse beaucoup de monde. Je suis un peu surpris qu'on ait été au maximum que 8 aujourd'hui sur une question comme ça. Donc on va s'interroger, nous, sur le service après-vente pour pouvoir en fait quand même diffuser cette présentation qui peut intéresser, à mon sens, bien des chercheurs ou bien des étudiants à l'intérieur de notre communauté. Donc merci encore. Donc le prochain déjeuner jeunes chercheurs, qui sera le dernier de l'année universitaire, aura lieu le 19 juin 2023. Il est présenté par un autre groupe du LabEx qui s'appelle Ville et Métiers, qui, comme le groupe Ville Énergie, est un groupe qui s'est refondé en quelque sorte ces dernières années. Donc merci à tout le monde de votre participation, et puis donc à très bientôt, et je pense qu'on aura d'autres occasions de se recroiser. Merci beaucoup. Merci Jessica. Merci beaucoup à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.